Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h02 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face avec André Berkov qui reçoit aujourd'hui la psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont et qui est auteure de ce livre « Être parent en temps de crise, comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants ». C'est publié aux éditions Guy Trédaniel. Bonjour à vous Marie-Estelle Dupont. Bonjour et bon anniversaire à Esteban. Je vous remercie. Et bon anniversaire à Anne Hidalgo du coup. On l'embrasse. Oui. J'aime beaucoup la solidarité d'Esteban avec Anne Hidalgo, tu vois. C'est leur côté espagnol. Non, parce qu'elle a annoncé qu'elle se baignerait dans la Seine avant le 17 juillet. D'ailleurs, Esteban aussi va se baigner dans la Seine, et nous aussi d'ailleurs. C'est intéressant d'ailleurs par rapport au titre de votre plus récent livre, Marie-Estelle Dupont. Parents, c'est devenu un sport de combat? Un peu, oui. Il y a un peu de défi là, il y a un peu de challenge pour être parent. En ce moment, oui, c'est pas évident. Alors, on va pas généraliser, bien sûr, mais on va parler de cela parce que ce qui est, justement, quand on discutait avec vous, Marie-Estelle, du sujet qu'on allait aborder, et c'est vrai qu'il y a deux chapitres, enfin deux dimensions, je dirais presque deux faces de la même médaille, où on entend parler des enfants violents, des minorités vraiment, qu'on voit encore ce qui s'est passé avec cette petite de 12 ans à Courbevoie, parce que juive, mais enfin il y a des tas, c'est pas seulement pour des tas d'autres prétextes où les gens lynchent, et des 13, des 14 ans, des 12 ans, des 11 ans, lynchent, tabassent, quelquefois à mort, quelquefois non. Voilà, et ça c'est une face de la médaille. Et l'autre face de la médaille qu'on va aborder également avec vous, c'est quand même cet extraordinaire, j'allais dire, conditionnement à des pratiques soit sexuelles, soit autres, dès l'âge de 4, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, dans les écoles, dans les enseignements, on en a parlé déjà, mais il y a deux formes de violence inacceptables, l'une peut être plus radicale que l'autre, mais encore, qu'est-ce qui se passe en fait pour commencer à parler de cette espèce que on connaissait la violence, c'est pas nouveau, hein, ça fait des décennies, ça fait des siècles, enfin on n'a pas inventé la violence, mais que des gosses, femmes ou garçons ou filles de 12, 13 ans, 14 ans et par dizaines se mettent comme ça à tabasser pour tel ou tel prétexte. Ça signifie quoi? C'est le signe de quoi, Marie-Estelle Dupont? Oui, c'est important de dire, il y a toujours eu de la violence, il y a toujours eu des bandes, il y a toujours eu de la transgression, il y a toujours eu des vols, etc. Même des viols. Oui. Là, on est passé dans un registre de barbarie. De déshumanisation. Et effectivement, c'est important de faire le lien entre la jeunesse violente et la jeunesse violentée. Parce que les premières victimes des jeunes violents sont en général des jeunes. On le voit encore avec cet épisode à Courbevoie où c'est une adolescente de 12 ans qui a été violée et lynchée. Et ensuite, parce que je crois qu'en tant qu'adulte, même si cette barbarie est sidérante, même si elle rend difficile la pensée parce qu'on est dans des boucles traumatiques où tous les jours on a de nouveaux exemples. Samara, cette jeune fille, enfin ça n'arrête jamais, les émeutes l'année dernière, etc. Donc des niveaux de violence tellement extrêmes que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on se retrouve en miroir avec une difficulté de pensée, donc soit tenté par le déni, soit tenté par une violence en miroir à cette violence. Il faut quand même faire le pas de côté, et je crois que le pas de côté, c'est de se dire mais qu'est-ce qui est pathogène dans notre modèle de société, qu'est-ce qui chez nous et dans notre posture vis-à-vis de la jeunesse rend possible, puisque la nature humaine ne change pas. Bien sûr. Donc pourquoi est-ce qu'on en arrive à ces niveaux de barbarie, c'est-à-dire de désorganisation, puisque normalement la société, la civilisation, c'est ce qui permet que la pulsion de mort soit à peu près canalisée dans des liens, dans des cadres, etc. Et en fait, quand on regarde notre modèle actuel de société, pour moi, on a réalisé, c'est ce que je dis dans mon livre, le mariage entre le pire du communisme et le pire du néolibéralisme. C'est-à-dire qu'on est dans une société déjà qui a une anthropologie entièrement matérialiste, où l'homme est réduit à ses conduites, tout est quantifiable, et quand tout est quantifiable, il n'y a plus de sacré. À ses conduites et à ses modes de consommation, etc. Et à ses modes de consommation. Donc, quand tout est quantifiable et qu'il n'y a plus de sacré, tout est possible. D'abord. Vous voulez dire que le sacré a disparu de la société? Le sacré a disparu, il y a une maladie du symbolique. Enfin, l'art contemporain est quand même de moins en moins métaphorique. L'imaginaire a laissé la place à l'image.
Le savoir a laissé la place à l'avoir. Donc, comment respecter un prof si on ne valorise pas le savoir dans la société dans son ensemble? Donc, on voit bien, en fait, comment dans l'idéologie actuelle progressiste, en fait, il y a tout un tas d'éléments. Les gens disent oui, mais c'est toujours le fait, c'est toujours lié à l'immigration. C'est pas toujours lié à l'immigration. Je dirais que le lien entre la violence et l'immigration, c'est plutôt le lien entre la violence et le communautarisme. C'est-à-dire que les jeunes qui viennent d'environnements communautaires claniques sont des jeunes violents. C'est une question culturelle au sens large du terme. Anthropologique. Mais en fait, il y a d'autres éléments dans notre société progressiste qui, si on est honnête avec nous-mêmes, poussent les jeunes vers la violence. Quand vous avez une perte du sacré, finalement, tous les phénomènes de bouc émissarisation, c'est dur à dire, bouc émissaire, tous les phénomènes de bouc émissaire, de lynchage, de phénomènes de meute sont accentués. Avec des adultes en plus qui veulent pas se mouiller quand il y a du harcèlement scolaire et qui sont des bons fonctionnaires qui fonctionnent et qui disent pas de vague, il n'y a pas de problème, on va exclure la victime avec une magnifique inversion des valeurs. Ensuite, on a fait sauter tous les cadres. Alors, moi, je veux bien qu'on fasse sauter tous les cadres d'autorité, sauf que quand il n'y a plus d'autorité, il reste quoi? Il reste la loi du plus fort. C'est sûr. Donc, ce qu'on donne à voir à nos enfants, c'est finalement une forme de loi du plus fort, et on le voit dans les jeux politiques. On n'a plus tellement des hommes politiques organisés autour d'un surmoi, mais plutôt des personnalités très narcissiques, très égotiques. Ça descend. Vous les pensez figures à qui, identificatoires. Vous pensez à qui? En fait, je pense quasiment à tout le monde. Et pas que à ceux qui se veulent chirurgiens esthétiques. C'est vrai, c'est des profils beaucoup moins. C'est pas des Georges Pompidou en fait qu'on a. C'est des gens qui sont plutôt structurés autour de leur narcissisme. Et pas sur le bien commun comme il devrait l'être. Et pas sur le bien commun. Donc il y a ça. Et puis il y a cette marchandisation de l'être où tout est interchangeable. Et donc dans ce progressisme, on est en fait dans une régression vers de la barbarie et vers un mépris du plus vulnérable. Donc ça, c'est les éléments sociétaux. Après, il y a les éléments familiaux. Évidemment, qu'on repère chez 84% des jeunes très violents. Je parle des mineurs très violents. Je parle pas de ceux qui sèchent les cours et qui volent des motos. Non, je parle des très très violents qui vous disent mais moi, je l'ai cogné parce que je m'ennuyais. Oui, mais aujourd'hui, elle a des dégâts cérébraux, cette dame, elle remarchera jamais. Ouais, de toute façon, elle serait morte un jour. Donc il y a une absence totale d'empathie. On va pas leur greffer un surmoi. Et chez 84% de ces jeunes, il y a en fait des violences familiales. C'est-à-dire que les parents n'ont pas fonctionné en adultes qui posent une loi à laquelle eux-mêmes se soumettent. Les parents ont fonctionné sous l'angle du fonctionnement clanique et de la violence. C'est-à-dire un père tyrannique violent. Et on sait qu'un enfant... Ou un père disparu, une famille monoparentale aussi. Oui, mais alors, les familles monoparentales, les familles monoparentales sont souvent en fait des femmes qui se sont retrouvées seules après des violences. Et en fait, ce qu'on voit en neurobiologie, c'est que dans le cerveau d'un enfant entre 0 et 4 ans, le fait d'avoir été exposé en étant impuissant à des violences sur sa figure d'attachement est le prédicteur numéro 1 de troubles du comportement plus tard. C'est-à-dire qu'un enfant va mieux gérer un stress qui lui est infligé à lui qu'un stress sur sa figure d'attachement. Pourquoi ? Parce qu'une mère qui est battue, qui est insultée, etc., va être une mère qui va se dissocier complètement et qui va ne plus être capable de materner, de protéger l'enfant et lui apporter un environnement stable où la parole vient métaboliser les émotions, les pulsions. Donc cet enfant est délaissé, soumis à du stress chronique qui fait des dégâts cérébraux. Oui. Il est donc pas capable d'empathie, pas capable de gérer ses émotions. Et donc quand il se retrouve adolescent avec de la testostérone et de la force, la seule chose qu'il peut faire pour expulser ces images violentes, en fait, c'est de les passer à l'acte. Lui-même, oui, c'est ça. Mais alors, il est là le lien entre violence. Comment vous expliquez, Marie-Estelle Plot, juste à propos de la violence? Je me rappelle, vous connaissez ce psychiatre Maurice Berger qui s'occupe des enfants violents, qui a écrit des livres passionnants aussi sur le sujet. Comment on explique que, au fond, il peut tabasser à mort et que ça le gêne pas. C'est-à-dire que, quelquefois, il pousse, parce qu'il pourrait dire, quelqu'un, on voit dans les bus, etc., il tabasse des vieilles dames, etc., mais il les tabasse de façon presque à ce que, je dis pas qu'il soit sûr qu'elle soit morte. Mais... Ça s'appelle les ramollir. C'est-à-dire que la personne soit dans un état de coma où elle peut plus bouger, en fait. C'est ça. Et on va jusque-là. On veut s'assurer qu'elle ne peut plus bouger. C'est quand même hallucinant, ça. Ça vient de quoi? Ça vient. C'est ce que vous avez dit. Déjà, vous avez énuméré un certain nombre de facteurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce sentiment d'impunité? Parce qu'il y a aussi ça. Il faut pas l'oublier. Le côté, oui, mais personne va nous juger. Il n'y a pas de problème. On y réchappe pour les mineurs. Oui, mais c'est ce que je disais dans le fait qu'on a fait sauter tous les cadres et qu'il y a plus de figure d'autorité qui incarne en fait des valeurs et une notion de. Vous savez, le progressisme déteste l'idée que le bien et le mal existent. Donc quand vous êtes en plus dans une famille clanique où c'est en fait la loi du plus fort,
Et Maurice Berger le décrit extrêmement bien, puisqu'il travaille dans des centres éducatifs fermés. Ouais. Il dit, en fait, pour ces jeunes, la capacité à se représenter ce que vit l'autre, elle est totalement inexistante. Parce qu'ils ont été dans des environnements familiaux violents, parce qu'ensuite, l'école a échoué avec la baisse de l'instruction, etc. Une pauvreté du langage qui fait qu'ils sont encore plus incapables d'élaborer leurs émotions. Aussi, ouais. Et puis, troisième niveau, parce que en fait, la construction du psychisme, c'est des inclusions réciproques. C'est la mère, la famille, l'école, la cité, en quelque sorte, les règles quand on fait du sport, la etc. Justice, enfin Et en dernier, si tout ça se plante, la justice. Mais nous, on se plante sur toute la ligne. C'est-à-dire qu'on a cassé la figure d'autorité paternelle, on a cassé l'école, on préfère que les enfants soient enfermés derrière des écrans pendant le Covid plutôt qu'en train de faire du sport et d'apprendre des règles et de dire oui, je suis pas toujours le meilleur et de tolérer de la frustration et de sublimer des pulsions. Parce qu'on est quand même dans une société qui est à la fois très permissive avec les gens violents et très coercitive avec les honnêtes gens. On préfère faire des couvre-feux et des confinements pour enfermer les gens qui ne posent pas problème ou qui n'ont pas de problème. Et par contre, dire, je vais lui laisser une 4e chance, c'est vrai qu'il a tué mamie, mais bon, il est jeune, il comprend pas ce qu'il fait. On leur laisse pas une chance, on les abandonne quand on leur refuse l'autorité. En fait, facilité et lâcheté sont les deux mamelles du système. Oui, bien sûr. Et Philippe Jamet disait, qui était chef de service à l'Institut Montsouris où j'ai fini mes études, disait que, en fait, un enfant, si on lui refuse l'interdit, si on lui refuse le cadre, si on lui refuse l'autorité, on l'abandonne. La tendresse et la douceur ne peuvent pas tout faire. Il peut pas. On lui refuse le mur en disant au-delà de cette. En fait, ce qu'on lui dit, Marie-Estelle Dupont, au-delà de cette limite, ton ticket est toujours plus valable que jamais. Au lieu de dire n'est plus valable. Pour moi, ce qu'on lui dit quand on ne le sanctionne pas, c'est tu n'existes pas. Parce que quand un enfant fait quelque chose, ce qu'il a besoin, c'est de sentir que dans son environnement, les mêmes causes produisent les mêmes effets, qu'il y a des règles, il a besoin de comprendre comment le monde s'organise. Et donc, si quand il tue ou il n'y a pas de réponse, c'est un déni de son existence, c'est un déni du fait que ses actes ont un impact sur le monde. Donc en fait, il est abandonné à sa violence. Oui, et ce que dit Maurice Berger, c'est que le devoir de la société, c'est de sanctionner dès le premier délit, parce que comme la parole ne fonctionne pas, que l'admonestation, le rappel, ils se sont morts de rire, les gamins, quand ils sortent de chez le juge qui leur dit, tu sais, c'est pas bien ce que t'as fait. La parole ne fonctionne pas. Donc en face de l'acte, il faut un acte. Évidemment qu'il faut pas un acte violent. Il faut pas les tabasser, il faut pas qu'ils sortent du commissariat tabassés. Il faut qu'ils soient contenus, puisque les contenants psychiques n'existent pas. Enfermés, au bon sens du terme. Enfermés, avec une proposition à l'intérieur de l'enfermement. Mais si en fait, ils passent devant le juge au bout de la 32e infraction commise, ils ne peuvent pas penser leur agir. Donc pour les aider à penser, il faut commencer par les empêcher d'agir. Et c'est en ça que notre société est idéologiquement complètement déconnante, parce qu'elle pense que l'enfermement c'est mal. Mais en fait, enfermer, c'est d'abord contenir. Mais oui, non, mais comme vous l'expliquez, c'est clair. En fait, c'est fou parce que on a laissé substituer le je pense donc je suis chez certains au je tue donc je suis. Parce que c'est ça. Ils ne sont pas en capacité de penser, d'élaborer. Donc pour restaurer des capacités d'élaborer, d'ailleurs, souvent les psychiatres disent mais on peut pas faire les séances de psychologie dans un bureau assis, on doit aller marcher. Ils ont du mal à se poser, à se concentrer parce que leur cerveau a souvent été très abîmé. En fait, il faut d'abord les contenir, les empêcher de commettre l'irréparable. Et ensuite, on va pouvoir commencer à leur proposer de faire quelque chose d'eux-mêmes. En fait, dans une société très très concurrentielle, quand ils savent qu'ils peuvent pas être les premiers, leur manière d'être les premiers, c'est d'aller le plus loin possible dans la violence. Parce que détruire et casser, c'est quand même plus facile que se concentrer et faire des efforts. Tout à fait. Mais ce que vous dit Marie-Estelle Dupont, c'est qu'on leur fait comprendre qu'ils n'existent pas, donc dit je vais exister, mais à ma manière. Et ça se passe comme ça. On continue avec tout cela, c'est absolument passionnant et puis c'est le quotidien aujourd'hui. Après une petite pause. Oui, vous êtes avec nous jusqu'à 14h, 0826 300 300 pour réagir, pour poser vos questions. On parle de violence chez les jeunes avec Marie-Estelle Dupont qui est avec nous. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. L'enfance violente, l'enfance violentée. Nous parlons de cela depuis tout à l'heure avec la psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont. Et effectivement, qui nous a dressé un tableau très 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 précis de pourquoi on est là et pourquoi effectivement l'enfance est le miroir de la société
et le miroir qui quelquefois réfléchit, quelquefois ne réfléchit pas du tout. Et elle a expliqué pourquoi, effectivement, cette espèce de baisse, sinon de disparition ou d'ablation de la pensée, de certaines pensées. Et on voit les chiffres, on va pas rentrer dans tous les chiffres, mais on sait, et on le sait, on a vu, le ministère de la Justice donne toutes les affaires relatives à la délinquance des mineurs traitées par les parquets ont mis en cause, juste un mot, selon les chiffres du ministère de la Justice en 2022, les affaires relatives à la délinquance des mineurs traitées par les parquets, uniquement traitées par les parquets, pas ceux qui ne passent pas, ont mis en cause 168 900 mineurs, soit 2,5% de la population âgés de 10 à 17 ans. C'est quand même énorme. Et puis le nombre de lycéens qui dit 25,5% des lycéens indiquent avoir été victimes d'au moins une situation de violence physique ou psychologique depuis la rentrée. Et voilà. Et juste un mot, au 31 décembre 2021, les jeunes âgés de 13 à 24 ans représentent 21,5% des condamnés incarcérés, tandis que leur part dans la population des 13 ans et plus est de 17%. Vous voyez, 17%, 21,5% incarcérés. En fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, alors tout le monde constate, c'est vrai, et c'est important évidemment de constater, mais qu'est-ce qui fait, à votre avis, alors là, c'est à la psychologue que je m'adresse, évidemment pas à la politologue, qu'est-ce qui fait que les gens savent, on en parle depuis des années, constatent, et puis que pratiquement rien n'est fait, c'est-à-dire que, si vous parlez d'enfermement, non, c'est pas bien. On a l'impression, voilà, le déni de réalité. Mettez la poussière sous le tapis, pas de vague, au niveau des écoles, on le sait, pas de vague au niveau des ministères. C'est quoi, psychologiquement, ça veut dire quoi, ça, Marie-Estelle Dupont? De la part des princes qui nous gouvernent, ou autres. Encore une fois, que dans cette idéologie, depuis la Deuxième Guerre mondiale, entièrement tournée vers la consommation et les conduites, il y a plus de place, en fait, ni pour les liens sociaux, ni pour la subjectivité. Donc, il y a un déni de réalité, mais il y a aussi une inversion des valeurs. On voit bien que quand un enfant est harcelé, on fait sortir l'enfant harcelé de l'établissement et pas l'enfant harceleur. Donc on est dans une espèce de déni idéologique sentimentaliste d'une certaine gauche. Et en face, tout d'un coup, par moment, la droite se remet à avoir des espèces de postures martiales, guerrières. On dirait des ados qui se sentent menacés et qui veulent gonfler les pectoraux face aux jeunes. C'est-à-dire que personne... On va faire l'autorité. Personne fait le pas de côté de se dire, mais en fait, est-ce que dans notre modèle de société entièrement tourné vers une définition matérialiste de l'être humain, finalement, la transmission, on l'a pas réduite au patrimoine. Il n'y a plus de transmission vis-à-vis des jeunes. On les a abandonnés. Quand on voit la gestion bureaucratique des crèches où vous avez un adulte pour 8 enfants, comment vous voulez que les enfants ne soient pas maltraités? Et on sait que le cerveau d'un tout petit, c'est ça qui va déterminer sa capacité à gérer ses pulsions, ses émotions et à développer son empathie. Quand je disais arrêtez de masquer les adultes dans les crèches, on va avoir des problèmes avec les enfants. Aujourd'hui, ces enfants sont rentrés à l'école, c'était il y a 4 ans. On a des problèmes. On a des petites filles très violentes dans les cours de maternelle. Ah oui, vraiment, pourquoi vous constatez Mais pourquoi? Mais parce que le visage humain, c'est le visage pour un bébé, c'est un triangle, c'est-à-dire que vous avez les 2 yeux, la bouche, qui sont identifiés par le bébé très petit. Quand l'adulte est masqué, vous le privez de cet accès au visage et donc il peut pas décrypter les micro-mouvements. Donc le visage de l'autre, si je comprends pas vos émotions, vous êtes menaçant. Si vous êtes menaçant, il faut que je me protège. Donc on a vraiment, et les études neurobiologiques le montrent, on a une diminution des aires cérébrales liées aux compétences sociales chez les enfants nés pendant le Covid. Donc on a aussi généré une violence. On le voit déjà, on le voit déjà. C'est-à-dire qu'ils ont été privés des interactions sociales, ils ont été privés du visage humain et vous, moi, on était déjà à peu près construits, ou en tout cas c'était trop tard si on l'était pas. Les tout petits, c'était absolument fondamental dans leur développement cérébral qu'ils puissent mettre en place cette capacité innée à l'empathie, mais qui est une capacité partielle. Il va falloir que l'environnement permette à l'empathie de se développer. Et en fait, dans notre société, il y a plein de choses qui ne le permettent pas. L'accueil des tout-petits ne le permet pas. Les enfants sont même pas toujours bien changés dans les crèches, tellement il y a peu d'adultes pour s'occuper d'eux. Les adultes sont pas bien formés. On voit la baisse du niveau de l'instruction des enseignants, donc la réduction du champ lexical, etc., etc. Et donc des parents eux-mêmes pressurisés économiquement parce que ascenseur social en panne, etc. Et ben ça fait des parents qui sont moins disponibles émotionnellement. Donc qui le samedi matin vont pas jouer avec l'enfant, vont pas expliquer, vont être impatients. C'est une chaîne, c'est les dominos. Donc si vous voulez, on peut pas dire le seul problème c'est l'immigration dans notre société. C'est pour moi le problème du communautarisme est un des éléments parmi plein d'éléments dans toute notre société néolibérale
et de contrôle qui génère de la violence et on veut pas le voir. Mais en fait, c'est notre modèle qu'il faut repenser si on veut ne plus être sidéré tous les jours par la barbarie des jeunes. L'enfant est le symptôme de l'adulte. Bien sûr. Et le miroir qui réfléchit, encore une fois, travail d'Hercule, bien sûr, mais alors franchement, si on n'a pas le courage et la volonté de le faire, qu'est-ce qui va se passer ? On se retrouve tout de suite après pour parler de l'enfance violentée. 0826 300 300 pour réagir, pour poser toutes vos questions ou tout simplement pour intervenir dans l'émission. André Berkoff et Marie-Estelle sont là jusqu'à 14h. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne. Et effectivement, nous parlons de l'enfance. L'enfance, on a parlé de l'enfance violente, des jeunes violents. Mais il y a aussi autre chose. Il y a l'autre, je dirais presque le dessin encore plus caché de la tapisserie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans un certain nombre d'écoles et ailleurs, où des enfants de, 7, 8, 10, 11 ans, on leur parle de choses. Alors là, c'est effectivement le système, la pédagogie. On introduit un certain nombre d'enseignements à des âges où est-ce que vraiment c'est la chose la plus importante à leur expliquer, Marie-Estelle Dupont. Oui, mais là, on est encore dans le déni de réalité. C'est-à-dire que ces programmes d'éducation sexuelle à l'école, qui avaient été considérés comme prioritaires par Papendai, c'est vrai que nos résultats en français et en mathématiques sont tellement grandioses que c'est important d'apprendre aux enfants la masturbation en maternelle. Là, on a exactement le pire du mariage entre le néolibéralisme et le communisme. C'est-à-dire le communisme, c'est l'État qui va prendre en charge l'éducation des enfants et qui sort du rôle d'instructeur pour rentrer dans celui d'éducateur. Alors qu'en réalité, l'école devrait instruire la biologie et l'éducation civique et morale, c'est-à-dire tu touches pas à l'autre sans son consentement, etc. et basta. Donc là, on veut éduquer. Et on appelle ça évidemment éducation affective et sexuelle. Et puis le pire du néolibéralisme, c'est-à-dire cette dépravation incestuelle où on a fait sauter, dans les années 70, on en avait moult exemples, la différence des générations. Maintenant, on fait sauter la différence des sexes et on rend tout interchangeable, y compris le ventre maternel. Il n'y a plus de biologie. Il n'y a plus de biologie. Ouais. Mais il y a ce déni de la différence des générations très marqué dans les années 70, qui est en fait pour moi quelque chose d'incestuel, c'est-à-dire qu'on refuse à l'enfant le fait qu'en tant qu'enfant, ses besoins sont nos devoirs, et que donc l'adulte ne peut pas prétendre demander le consentement à l'enfant, il doit simplement s'empêcher et s'interdire certaines choses sur l'enfant. Et ça, on le fait sauter. Et la manière, quand on connaît, comme on le connaît aujourd'hui, le développement cérébral du petit, les stades de développement, les périodes sensibles et propices à certains types d'apprentissage, et notamment la période de latence entre 6 et 11 ans qui est particulièrement propice aux apprentissages des mathématiques, du français, etc. C'est vraiment les effracter, nier la science, nier la réalité, que de leur présenter les contenus que, soi-disant, on leur présente pour prévenir les abus sexuels. Mais en quoi une petite fille qui a entendu en classe que pour le plaisir, elle peut lécher les testicules du garçon va être protégée d'un parent ou d'un oncle violent sexuellement? Enfin, je veux dire, il faut arrêter de se raconter des salades. Alors, on passe, nous, pour des fascistes quand on le dit, mais effectivement, ça fait partie, pour moi, de la violence qui est commise sur la jeunesse. C'est-à-dire qu'on leur refuse le savoir qui permet de se structurer. Et on les effracte avec une hypersexualisation de l'espace public, avec du divertissement de masse abrutissant. Et on se dit, mais à quel moment les adultes ont décidé que ce qu'on allait transmettre aux jeunes, c'était la vulgarité, la bêtise et la baisse de l'instruction? C'est quand même, ça, c'est quand même très préoccupant. Alors, attendez, les adultes, alors, vous avez suivi, vous, cette histoire depuis vous avez suivi depuis des années. Qu'est-ce qui fait, et c'est au nom de quoi qu'on se dit, c'est très bien que les enfants soient, effectivement, c'est vrai, on va plus leur dire les choux et la rose et le bleu, etc., tout ça, c'est du passé imbécile. Il faut qu'ils soient au courant de tout très jeunes. C'est quoi? C'est au nom de quoi? De la libération, de la pensée, de la tolérance, c'est quoi? Alors, au nom de quoi on fait ça?
Il y a eu effectivement cette période des années 70 où on a nié la différence entre l'adulte et l'enfant. Il y a les soi-disant droits sexuels de l'enfant, les standards de l'OMS qui prétendent vouloir imposer ça. Et on fait allégeance. On a perdu notre souveraineté en matière de santé et donc l'OMS impose ça. Papendai en était un mandataire zélé. Et puis il y a aussi que la loi de 2001 qui était supposée prévenir en fait les abus sexuels, faire de la prévention sur les addictions au porno et prévenir les agressions, enfin les insultes transphobes, homophobes. C'était pour ça qu'on voulait faire 3 heures de cours aux enfants. C'était pour prévenir ça. C'était ça au départ, les cours d'éducation sexuelle à l'école, éviter qu'ils s'insultent, qu'un enfant homosexuel soit harcelé, ce qui était bien, etc. Ça, donc dans bien. l'esprit de la loi en 2001 était tout à fait intéressant, mais en fait il a tout de suite été dévoyé parce que d'abord le contenu n'était pas précisé. Donc c'était souvent des associations militantes qui venaient en fait parler de changement de sexe à des enfants de 5 ans au moment où ils sont en train d'essayer de construire leurs repères entre les générations, les sexes, etc. Donc on les trouble. Voilà. Et encore une fois, pour moi, en fait, c'est une supercherie et une imposture, parce que si vous faites bien le cours de biologie, gamètes, spermatozoïdes, etc., l'enseignement en biologie il est assuré. Si vous faites bien l'enseignement moral et civique, tu ne frappes pas l'autre, tu n'insultes pas l'autre, ni sur le motif de sa race, de sa couleur, de son sexe, de son poids, etc. Ça, on a réglé le problème. Et en plus, dans ce que le Conseil supérieur des programmes a validé, c'est incroyable, parce qu'ils prétendent lutter contre la pornographie. Il n'y a rien sur les addictions au porno. Il n'y a rien sur les écrans. Alors qu'on sait très bien que l'exposition, évidemment, à des images de cet ordre-là, mais comme à des contenus à l'école, sont extrêmement effractants et traumatisants pour les enfants. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, justement, qui et quoi a laissé rentrer, puisque voilà, l'enfer est pavé de bonnes intentions, le programme de 2021, très bien, de 2001, pardon, très bonnes intentions, et qui a laissé, et quelles associations qui ont venu dire non, tout ça c'est rien, c'est le genre, c'est l'éducation sexuelle à tous les étages. Qui a laissé faire quoi? Moi, je pense que nos politiques sont très manipulables et qu'ils ont des pressions de lobby. Il y a une perte de souveraineté nationale, il y a les lobbies, il y a l'OMS, etc. Et qu'en fait, c'est des entités supranationales maintenant qui décident des contenus et pas les élus et pour les lesquels pédagogues les gens... laissent faire, et le système laisse faire. Il y a des enseignants là. Moi, j'ai une enseignante qui est en train de me dire, je veux témoigner parce que je suis enseignante en SVT, je peux pas faire ce qu'on me demande. Vous pourriez la recevoir d'ailleurs, parce qu'elle voudrait témoigner. Elle dit, pour moi, c'est pas ok de leur dire qu'ils vont s'autodéterminer. Parce qu'en fait, ils naissent, garçons ou filles. Alors certains ont une maladie qui s'appelle la dysphorie de genre, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ne s'identifient pas au sexe assigné à la naissance. Mais je peux pas leur dire que c'est eux qui vont décider, qui placent le curseur où ils veulent sur le petit schéma d'anatomie. C'est une minorité, exactement. Et elle me dit, moi, je peux pas, en tant que enseignante qui a été formée à la biologie, transmettre une telle fake news à des enfants si petits. C'est les bureaucrates, c'est les technocrates qui pensent qu'ils sont du côté du bien et du progrès. Je pense, c'est quand même l'influence des lobbies qui est très très puissante. Voilà, c'est les associations militantes qui se victimisent et qui inversent les valeurs. Celles qui disent pendant qu'un homme peut être enceint, c'est le planning familial qui vous met un homme enceinte, etc., etc. Mais en réalité, dans les postes clés de la société, que ce soit les médias, que ce soit les politiques, etc., ils sont biberonnés à cette idéologie et ils pensent vraiment que cette idéologie est le bien. C'est-à-dire qu'on est vraiment des méchants quand on rappelle juste que louer le ventre d'une femme comme on loue un Airbnb pour faire une GPA, c'est pas top. Et là, on est une grosse fasciste. Oui, ce qui est hallucinant. Voilà. Et même. Moi, je croyais que la traite d'êtres humains, c'était... Oui. Voilà. Oui, et je croyais aussi que les ouvriers d'usine, c'était fini le travail à la chaîne. En revanche, pour les femmes, le travail à la chaîne, c'est pas un problème. Et programmer d'arracher un enfant, un bébé humain qui est quand même un mammifère, donc sa survie dépend de l'attachement, à la mère qui l'a porté, c'est pas un problème non plus. Ouais, c'est intéressant de voir à quel point non mais c'est extraordinaire de voir à quel point les valeurs dites morales et les valeurs dites éthiques et les valeurs dites scientifiques, parce que faut quand même parler de la biologie, sont totalement déformées, renversées, mais vraiment renversées, c'est-à-dire retournées comme un gant pour dire le contraire de ce qu'elles devraient être. Oui, mais parce que je pense que dans une société déspiritualisée, l'homme a le vertige, donc il se prend pour Dieu, donc il y a un fantasme de toute puissance, et donc si mon désir fait loi, je n'ai que des droits,
J'ai un droit à l'enfant. Bah non, il n'y a pas de droit à l'enfant. C'est très triste si on peut pas en avoir, mais il n'y a pas de droit à l'enfant. J'ai le droit, et donc je vais déformer le réel de sorte à ce qu'il soit conforme à mon fantasme, au lieu d'élaborer mon fantasme et le sublimer si il n'est pas conforme à la réalité. Voilà, donc intolérance totale à la frustration. Mais avec les dégâts, une régression vers la barbarie, en fait, très 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 rapide. On voit bien comment les personnes vulnérables dans notre société ne sont plus jamais protégées. Le cadre social qu'on a mis en place aujourd'hui ne protège plus les vulnérables, ne protège plus les bébés, ne protège plus les mamans qui voudraient pouvoir s'occuper un peu de leur enfant avant de reprendre le travail, ne protège pas les personnes âgées. On a quand même vu ce qui s'est passé dans les EHPAD pendant la crise sanitaire. Donc la personne vulnérable, c'est elle le problème. Et par contre, mon désir narcissique est tout puissant et doit faire loi. Et en fait, c'est l'envers aussi d'une T'es déprimé, on va te thanasier, même si t'as 28 ans, au lieu de prendre du temps pour écouter ta souffrance. Et ce qui est terrifiant dans cette histoire, des deux côtés de la médaille, justement, Marie-Estelle Dupont, c'est très simple. Le credo, c'est fort avec les faibles et faible avec les forts. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Lâcheté totale. Et en fait, une permissivité totale avec la violence et une coercition sur les honnêtes gens. Mais le problème, c'est que là, on a atteint un niveau d'inversion des valeurs qui fait que moi, ce que je redoute, c'est que ce soit les honnêtes gens eux-mêmes qui demandent une société de contrôle accru pour se protéger de la violence qu'en fait, on a importée. On a importé on a créé de la violence par la baisse du niveau d'instruction, etc. Ils vont la demander, c'est clair. C'est ça qui est très préoccupant. Et je suis d'accord, très très préoccupant. En fait, est-ce qu'on ne va pas... moi, je suis très frappé, l'exemple du Salvador par rapport à la délinquance et autres, c'est que vous dites, les gens vont demander une autorité. C'est-à-dire que si on fait disparaître complètement l'autorité, complètement on revient vers la loi du plus fort. Voilà, et l'irresponsabilité. Est-ce qu'on a on a Philippe qui nous appelle depuis la Saône-et-Loire. Bonjour Philippe. On va le retrouver, Philippe, dans quelques instants. Je crois que oui, on va le prendre juste après la pub, le temps de retrouver Philippe. Et surtout, regardez sur Facebook, Esteban. Oui. Si on l'a, Philippe. Ça y est, on a retrouvé Philippe. Bonjour Philippe. Je suis là. Oui, allô. Oui, bonjour Philippe, on vous écoute. Bonjour André, bonjour notre bol d'air quotidien. Donnez-nous notre bol d'air quotidien. André, merci. Je voudrais faire un petit peu d'histoire au sujet de la GPA, si ça ne vous dérange pas. Allez-y. On a l'impression que c'est quelque chose de très récent, mais pas du tout. Ça a été inventé en Allemagne. Ça s'appelait les Lebensborn, ça a été inventé par les nazis, où on choisissait des grands beaux blonds qui allaient faire des enfants à des grandes belles blondes. Et voilà, et c'était pas des parents parce qu'ils ne savaient jamais ce que ça avait donné. Et c'était des petits bébés qui étaient confiés au régime nazi pour en faire des parfaits nazis. Donc, des parfaits ariens. On est dans la filiation nazie. Donc je voudrais rassurer Marie-Estelle, on n'est pas du tout des fachos quand on est contre ça. On est des anti-nazis primaires, voire secondaires et tertiaires. Non, mais j'étais pas très inquiète de l'admonestation qui m'est faite quand je m'élève contre la GPA. Non, ce qui est fou, c'est vrai. Ce qui est intéressant dans ce que dit Philippe, c'est qu'au fond, on a admis, et justement là, c'était un cas, et c'est pas par hasard, et c'est bien de le rappeler, Philippe, effectivement, mais on a admis que un certain système et État, et écoutez, à partir du moment où il y a même une minorité ou autre qui veut vivre selon ses désirs, il faut que la loi s'adapte aux désirs de chacun, quoi. Bien sûr. Il n'y a plus de verticalité, de loi structurante par rapport auquel le désir s'articule et va tolérer des nuances et va se sublimer ou s'intellectualiser, etc. Il y a des îlots narcissiques les uns contre les autres et en fait c'est moi-je contre tout le monde. Et si aujourd'hui André vous acceptez pas le fait que je suis une girafe, vous êtes un fasciste. Donc il y a une abolition de la différence entre l'ordre de l'imaginaire et l'ordre de la réalité. Et évidemment, qu'est-ce qui permet d'articuler l'imaginaire et la réalité ? C'est le symbolique, c'est le jeu, et on casse le symbolique. D'ailleurs, on casse le jeu JEU de l'enfant, un enfant qui peut pas jouer, qui peut pas faire semblant, qui peut pas apprendre la différence entre bien, mal, jouer à casser des petites voitures et casser vraiment une voiture. C'est un enfant qui peut pas construire cette tolérance à la frustration, donc qui se sentira persécuté si son désir ne fait pas loi. Oui, donc je ne peux pas casser mon jouet, mais je vais faire flamber une voiture. Voilà. Ça ira. Et c'est extraordinaire parce que vous parlez, on a parlé de la dysphorie de genre, mais l'introduction du genre est intéressante. Vous savez, je raconte, je ne croyais pas que je faisais fake news, mais j'ai eu le journal, c'était dans l'Oregon. Vous savez, un enfant se prenait pour un chat.
et sa mère l'a emmené chez le vétérinaire. Alors déjà, il faut soigner mon chat. Il dit, mais attendez, moi je soigne les animaux, je ne soigne pas les... Ah non. Et elle a fait un procès au vétérinaire qu'elle a perdu, bien sûr. Oui, mais là, en fait, ce que voudraient les lobbies LGBTQIA, etc., c'est que si un homme va chez le gynécologue en demandant un frottis et que le gynécologue lui dit ça va être compliqué à réaliser, quasiment le gynécologue soit poursuivi. Enfin, on en est à ce niveau de perte de liberté aussi du médecin. C'est ça qui est très grave. Oui, mais moi, je voudrais que, justement, la sémanticienne Marie-Estelle Dupont, comment on en arrive... Elle dit, non, on dit plus utérus, on dit trou de devant. Je veux dire, non. Oui. Non, c'est pas ça, le trou de devant, c'est le vagin. Hein? Non, c'est le vagin, le trou de devant. Oui, mais enfin, on dit pas vagin. L'utérus et le vagin, c'est pas pareil, André, faites un effort. Oui, non, mais ça y est, elle me reprend sur la sémantique maintenant. Non, mais je veux dire, le utérus, c'est pas masculin. Je veux dire, par rapport à ça, c'est ok le vagin, mais le vagin, trou de devant. Pourquoi éprouve-t-on le besoin, quand on est de dire, il faut plus dire vagin, mais trou de devant? Parce que je crois qu'on pense avec des mots, et Orwell l'a mieux analysé que moi. La novlangue est très importante, c'est-à-dire si vous substituez des mots à d'autres, vous modifiez les circuits cérébraux avec les... Regardez la vitesse à laquelle une novlangue s'est instaurée pendant le Covid. On a eu 30-40 mots qu'on n'utilisait jamais, qui sont venus redéfinir le réel. Et vous pensez... Comme par exemple, vous pensez à quoi? Eh ben, cas contact, geste barrière, distanciel, présentiel, etc., etc. Et donc les gens ont pensé avec ces mots-là. Et donc on a obsessionnalisé l'esprit sur cet aspect de la réalité. Et donc changer les mots. On sait bien, moi je le sais, c'est mon métier, on peut guérir les gens avec des mots, mais donc on peut aussi les détruire. Et donc si vous changez le langage, vous changez les circuits de la pensée. Donc vous changez la réalité quelque part, puisque finalement la réalité c'est surtout la représentation qu'on s'en fait. Oui, c'est intéressant. Je rassure les auditeurs et Marie-Estelle Dupont, je fais la différence entre vagin et utérus. Fallait bien que je vous taquine un peu avant de partir en vacances. Absolument, Marie-Estelle. Je crois qu'on fait une petite pause. On revient dans un instant avec Marie-Estelle Dupont et André Berkoff jusqu'à 14h. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Eh bien, l'enfance dans tous ses états, et c'est vrai, ceux qui la provoquent et ceux qui je dirais, l'exaucent avec un H et ceux qui l'excitent, et ce qui est absolument... je dirais dramatique, mais heureusement, il y a des anticorps, et il y a encore quand même des corps immunité, et il y a une immunité quand même de bon sens qui se fait jour aussi. Mais Marie-Estelle Dupont, revenons, on en parlait hors antenne, effectivement aussi il y a une même chose, vous dites les lobbyismes, enfin les médias, quand on voit qu'on est en train de réécrire l'histoire, La Belle au bois dormant, hein, le prince si c'est le prince qui l'embrasse, évidemment, il la viole, etc., etc. Je ne parlais pas de la réécriture, on va pas faire l'histoire du woke et de la cancel culture. Mais au fond, tout ça est lié vers, c'est ce que vous disiez, est lié par le fait que on est souverain, il n'y a plus de transcendance, il n'y a plus d'ailleurs, la science, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de science, il n'y a plus rien, il y a moi. C'est moi, oui, moi et moi. Oui, c'est-à-dire je crois qu'il y a un vrai délire narcissique contemporain, c'est-à-dire que l'important c'est finalement pas de croire en Dieu, c'est surtout de pas se prendre pour Dieu finalement. C'est pas, moi je cherche pas à convaincre les gens d'avoir la foi, mais s'il vous plaît, vous prenez pas pour Dieu, parce que c'est là qu'on a un vertige, on veut s'auto-engendrer, c'est ce qu'on voit dans des pathologies d'ailleurs comme l'anorexie, on veut se recréer de zéro, on n'accepte pas l'idée d'une filiation, donc on n'accepte pas l'idée d'une finitude, on n'accepte pas de faire partie d'un tout plus large que nous, on veut être le tout. Mais ce qui est préoccupant aussi, c'est que finalement, on voit qu'il y a eu une espèce de volte-face de la gauche contre soi-même, c'est-à-dire que la gauche qui défendait l'instruction pour tous, etc. Bien sûr. L'universalisme. Elle est passée sur des problématiques sociétales, elle a complètement abandonné les combats du niveau à l'école, donc la méthode globale a détruit la lecture, on a viré la méthode Singapour pour les mathématiques, et en fait, avec le divertissement de masse et cette baisse de l'instruction, on a malheureusement des enfants qui, quand les parents peuvent pas compenser, sont véritablement en difficulté pour penser.
donc pas de discernement, pas de dissertation, donc pas d'esprit critique, donc ils vont absorber tout cru de l'idéologie dont on va leur dire que c'est le bien et que c'est la tolérance. Mais la gauche a abandonné quelque chose de encore tellement essentiel qui était là, ça s'appelait le prolétariat, ça s'appelait le peuple. Bien sûr. Ils se sont dit le social, ça n'existe plus, maintenant c'est le sociétal. Et ça va nous occuper. Ça appelle au 0826 300 300 puisque nous avons Jean-Claude qui nous appelle depuis les Yvelines. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour, je voudrais remercier André Berkoff et puis Marie-Estelle Dupont dont j'apprécie les enseignements. Je suis né en 1946, j'ai 78 ans. J'ai connu une éducation dans laquelle la sexualité était taboue, voire culpabilisée. Par exemple, confession hebdomadaire, etc. Et puis, j'ai connu la libération sexuelle, entre guillemets, avec ses dérives. Tout cela, on en fait un bilan qui n'est pas extraordinaire. Ma question est la suivante. En termes positifs, que précisez-vous comme contenu à une éducation à la sexualité ? Marie-Estelle Dupont, si vous étiez ministre de l'Éducation nationale. Alors moi, si j'étais ministre de l'Éducation nationale, j'essaierais de m'occuper de relever le niveau de l'instruction et de dire aux parents de faire leur travail d'éducateur. Donc je pense qu'en fonction de la sensibilité de votre enfant, de votre religion, etc., vous présentez pas les mêmes choses aux mêmes âges et que répondre aux questions de l'enfant, parce qu'il n'y a aucun tabou, c'est très important, mais on va pas effracter un enfant en pensant que tous les enfants sont interchangeables et qu'ils ont tous la même sensibilité. Ça, donc on ferait des cours de biologie, on ferait de l'instruction civique et morale, je mettrais un peu de notion de droit dès le CM2 pour qu'aucun enfant ne puisse dire, puisque nul n'est censé ignorer la loi, que voilà, le code pénal ça existe, qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Je pense qu'une vraie culture générale juridique légère mais très précoce, hein, pas forcément rentrer dans les détails mais les grandes lignes, et un peu de psychologie ce serait pas mal, ce serait mieux que des cours d'empathie et d'éducation sexuelle, et puis laisser les parents éduquer et avoir une politique qui, au lieu de se substituer aux parents, n'entrave pas le travail des parents. Mais ça, c'est quand les parents sont là. C'est-à-dire qu'il y ait des vrais modes de garde de qualité, que une femme qui dit bah non, moi j'ai envie d'éduquer mon petit avant de reprendre le travail, elle soit pas pénalisée, elle soit pas dépendante d'un homme violent pour payer le loyer. Voilà, il y a des mesures à prendre pour protéger. C'est des inclusions réciproques, une société qui fonctionne. Mais si l'État protège et met les conditions possibles pour que les parents puissent s'occuper des enfants au lieu d'abîmer, comme on a joué à saute-mouton avec l'autorité parentale pendant la crise sanitaire, il y aura déjà moins de dégâts. Après, mais sexualité à l'école, oui ou non ? Quand une famille est clanique et violente et tyrannique, on peut pas faire de la prévention. Ils en veulent pas, ils se sentent persécutés par la loi. Mais donc là, il y a des questions à se poser aussi sur le communautarisme, effectivement, et une certaine frange de l'immigration. Adrien est avec nous, il nous appelle de Brest. Bonjour Adrien. Bonjour Adrien. Oui, bonjour. Bonjour Cyrano, merci André pour les émissions, la richesse de vos émissions, et bonjour à votre invitée Marie-Estelle Dupont. Bonjour. Merci. Adrien, on vous écoute. Oui, j'avais une question Marie-Estelle. Je voulais savoir, moi je suis jeune père, là j'ai une petite fille de 9 mois. Et je me posais la question suivante, comment lui apporter un moyen de grandir de manière équilibrée dans son aspect psychologique. Et ben par votre présence. D'abord et avant tout, c'est du temps et le fait d'être disponible à elle émotionnellement, donc de mettre en mots quand elle pleure, de poser des mots sur voilà, est-ce que t'es triste, est-ce que t'as mal, les colères, vous allez rentrer là, elle a 9 mois, donc elle commence à se déplacer à 4 pattes et puis après vous allez rentrer dans la phase où il y a des colères. Les colères sont en fait pas du tout de l'opposition, c'est des phénomènes physiologiques où l'enfant est frustré parce qu'il voudrait faire des choses mais il en a pas encore les moyens. Donc vous contenez l'enfant, le non ne bouge pas. En fait, votre fille, elle sera équilibrée si elle sait que votre oui vous engage, que quand vous dites oui, vous tenez promesse, et que le non ne bouge pas. Le non est un mur, et si c'est non, ça peut pas changer, puisque le non que j'ai posé, je m'y soumets moi-même et qu'il te protège. Donc tu ne traverses pas la rue sans me tenir la main, parce que ça te met en danger. Et donc ça ne bougera pas. Et si vous êtes disponible émotionnellement et que vous lui apportez à la fois cette tendresse et cette solidité du cadre, en fait, votre petite fille, elle va développer de l'intérêt pour ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle-même. Elle va avoir des outils de gestion de ses propres émotions. Elle va pouvoir s'intéresser à l'autre et donc elle va pouvoir aller vers l'autre. Moi, j'ai eu un bel exemple d'empathie récemment dans la maternelle où sont mes derniers enfants. Où en fait, mon fils est allé voir une petite fille qui pleurait parce que sa maman ne venait pas la chercher à midi parce qu'elle avait une obligation. Et mon fils est allé lui répéter les mots que moi je lui dis quand il est triste que je parte. Et il a consolé cette petite fille parce qu'en fait,
voilà, si vous êtes une école d'empathie pour votre enfant va pouvoir se gérer dans ces moments de difficulté et aider autrui. Eh bien voilà, ainsi par là, Marie-Estelle Dupont-Toustra. Profitez parce que c'est crevant, mais ça passe tellement vite. Merci oui, Adrien. Je m'en rends compte. 9 mois, c'est les doigts dans les prises là. On a peur à 9 mois. Il y a déjà des casse-prises, rassurez-vous. D'accord. Marie-Estelle, merci. Je crois que effectivement, il s'agissait d'éclaircissements à avoir et qui étaient nécessaires. Merci André. Merci d'avoir été avec nous. Justement, on rappelle votre livre Être parent en temps de crise, comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants, aux éditions Guy Trédaniel. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci aux parents qui ont écouté l'émission. On se retrouve demain entre midi et 14h. André Berkoff, vous recevrez Michel Onfray qui sera avec nous pour le face à face demain. Et puis tout de suite, on continue de parler sexualité avec vous sur Sud Radio, avec Brigitte Lahaye. À demain sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.